Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Lecture en Crous pour un nouvel épisode des Liaisons dangereuses. Lettre 64. Le chevalier d'Ancenis à Madame de Volanges. Sans chercher Madame à justifier ma conduite, et sans me plaindre de la vôtre, je ne puis que m'affliger d'un événement qui fait le malheur de 3 personnes, toutes 3 dignes d'un sort plus heureux, plus sensibles encore au chagrin d'en être la cause qu'à celui d'en être la victime. J'ai souvent essayé, depuis hier, d'avoir l'honneur de vous répondre sans pouvoir en trouver la force. J'ai cependant tant de choses à vous dire qu'il faut bien faire un effort sur moi-même. Et si cette lettre a peu d'ordre et de suite, vous devez sentir aussi combien ma situation est douloureuse pour m'accorder quelques indulgences. Permettez-moi d'abord de réclamer contre la première phrase de votre lettre. Je n'ai abusé, j'ose le dire, ni de votre confiance, ni de l'innocence de mademoiselle de Volanges. J'ai respecté l'une et l'autre dans mes actions. Elle seule dépendait de moi. Et quand vous me rendriez responsable d'un sentiment involontaire, je ne crains pas d'ajouter que celui que m'a inspiré mademoiselle votre fille est tel qu'il peut vous déplaire, mais non vous offenser. Sur cet objet qui me touche plus et que je ne puis vous dire, je ne veux que vous pour juge, et mes lettres pour témoins. Vous me défendez de me présenter chez vous à l'avenir, et sans doute je me soumettrai à tout ce qu'il vous plaira d'ordonner à ce sujet. Mais cette absence subite et totale ne donnera-t-elle donc pas autant de prise aux remarques que vous voulez éviter, que l'ordre que par cette raison même vous n'avez point voulu donner à votre porte? J'insisterai d'autant plus sur ce point qu'il est bien plus important pour mademoiselle de Volanges que pour moi. Je vous supplie donc de peser attentivement toutes choses et de ne pas permettre que votre sévérité altère votre prudence. Persuadé que l'intérêt seul de mademoiselle votre fille dictera vos résolutions. J'attendrai de nouveau vos ordres de votre part. Cependant, dans le cas où vous me permettriez de vous faire ma cour quelquefois, je m'engage, madame, et vous pouvez compter sur ma promesse, à ne point abuser de ces occasions pour tenter de parler en particulier à mademoiselle de Volanges, ou de lui faire tenir aucune lettre. La crainte de ce qui pourrait compromettre sa réputation m'engage à ce sacrifice, et le bonheur de la voir quelquefois m'en dédommagera. Cet article de ma lettre est aussi la seule réponse que je puisse faire à ce que vous me dites, et sur le sort que vous destinez à mademoiselle de Volanges, et que vous voulez rendre dépendant de ma conduite. Ce serait vous tromper que de vous promettre davantage. Un vil séducteur peut plier ses projets aux circonstances et calculer avec les événements, mais l'amour qui m'anime ne me permet que 2 sentiments, le courage et la constance. Qui, moi, consentir à être oublié de mademoiselle de Volanges, à l'oublier moi-même? Non, non, jamais. Je lui serai fidèle. Oh, elle en a reçu le serment et je le renouvelle en ce jour. Pardon, madame, je m'égare. Il faut revenir. Il me reste un autre objet à traiter avec vous, celui des lettres que vous me demandez. Je suis vraiment peiné d'ajouter au refus au tort que vous me trouvez déjà. Mais, je vous en supplie, écoutez mes raisons et daignez vous souvenir pour les apprécier que la seule consolation au malheur d'avoir perdu votre amitié est l'espoir de conserver votre estime. Les lettres de mademoiselle de Volanges, toujours si précieuses pour moi, me le deviennent bien plus dans ce moment. Elles sont l'unique bien qui me reste. Elles seules me retracent encore un sentiment qui fait tout le charme de ma vie. Cependant, vous pouvez m'en croire, je ne balancerai pas un instant à vous en faire le sacrifice, et le regret d'en être privé céderait au plaisir de vous prouver ma déférence respectueuse. Mais des considérations puissantes me retiennent, je m'assure que vous-même vous pourrez les blâmer. Vous avez, il est vrai, le secret de mademoiselle de Volanges. Mais permettez-moi de le dire, je suis autorisé à croire que c'est l'effet de la surprise et non de la confiance. Je ne prétends pas blâmer une démarche qu'autorise peut-être la solitude maternelle.
Je respecte vos droits, mais ils ne vont pas jusqu'à me dispenser de mes devoirs. Le plus sacré de tous est de ne jamais trahir la confiance qu'on nous accorde. Ce serait y manquer que d'exposer vos yeux d'un autre secret et d'un cœur qui n'a voulu les dévoiler qu'au mien. Si mademoiselle votre fille consent à vous les confier, qu'elle parle, ces lettres vous sont inutiles. Si elle veut au contraire renfermer son secret en elle-même, vous n'attendez pas sans doute que ce soit moi qui vous en instruise. Quant au mystère dans lequel vous désirez que cet événement reste enseveli, soyez tranquille, madame. Sur tout ce qui intéresse mademoiselle de Volanges, je peux défier le cœur même d'une mère. Pour achever de vous ôter toute inquiétude, j'ai tout prévu. Ce dépôt précieux qui portait jusqu'ici pour suspicion, papier à brûler, porte à présent papier appartenant à madame de Volanges. Ce parti que je prends doit vous prouver ainsi que mes refus ne portent pas sur la crainte que vous trouviez dans ces lettres un seul sentiment dont vous ayez personnellement à vous plaindre. Voilà, madame, une bien longue lettre. Elle ne le serait pas encore assez si elle vous laissait le moindre doute de l'honnêteté de mes sentiments, du regret bien sincère de vous avoir déplu et du plus profond respect avec lequel j'ai l'honneur d'être, etc. 9 septembre. Lettre 65. Le chevalier d'Ancenis à Cécile Volanges. Ô ma Cécile, qu'allons-nous devenir? Quel Dieu nous sauvera des malheurs qui nous menacent? Que l'amour nous donne au moins le courage de les supporter. Comment vous peindre mon étonnement, mon désespoir à la vue de mes lettres, à la lecture du billet de madame de Volanges? Qui a pu nous trahir? Sur qui tombent vos soupçons? Auriez-vous commis quelque imprudence? Que faites-vous à présent? Que vous a-t-on dit? Je voudrais tout savoir et j'ignore tout. Peut-être vous-même n'êtes-vous pas plus instruite que moi. Je vous envoie le billet de votre maman et la copie de ma réponse. J'espère que vous approuverez ce que je lui dis. J'ai bien besoin que vous approuviez aussi les démarches que j'ai faites depuis ce fatal événement. Elles ont toutes pour but d'avoir de vos nouvelles, de vous donner des miennes, et, que sait-on, peut-être de vous revoir encore et plus librement que jamais. Concevez-vous, ma Cécile, quel plaisir de nous retrouver ensemble, de pouvoir nous jurer de nouveau un amour éternel, et de voir dans nos yeux, de sentir dans nos âmes que ce serment ne sera pas trompeur. Quelle peine, un moment si doux ne ferait-il pas oublier? Eh bien, j'ai l'espoir de le voir naître. Je le dois à ces mêmes démarches que je vous supplie d'approuver. Que dis-je? Je le dois aux soins consolateurs de l'ami le plus tendre, et mon unique demande est que vous permettiez que cet ami soit aussi le vôtre. Peut-être ne devais-je pas vous donner votre confiance sans votre aveu, mais j'ai pour excuse le malheur et la nécessité. C'est l'amour qui m'a conduit, c'est lui qui réclame votre indulgence, qui vous demande de pardonner une confidence nécessaire et sans laquelle nous restions peut-être à jamais séparés. Vous connaissez l'ami dont je vous parle. Il est celui de la femme que vous aimez le mieux, cette vicomte de Valmont. Mon projet en m'adressant à lui était d'abord de le prier d'engager madame de Merteuil à se charger d'une lettre pour vous. Il n'a pas cru que ce moyen pût réussir, mais au défaut de la maîtresse, il répond de la femme de chambre, qui lui a des obligations. Ce sera elle qui vous remettra cette lettre, et vous pourrez lui donner votre réponse. Ce secours nous sera guère utile si, comme le croit M. de Valmont, vous partez incessamment pour la campagne. Mais alors c'est lui-même qui veut nous servir. La femme chez qui vous allez est sa parente. Il profitera de ce prétexte pour s'y rendre dans le même temps que vous, et ce sera par lui que passera notre correspondance mutuelle. Il assure même que si vous voulez vous laisser conduire, il nous procurera les moyens de nous y voir sans risquer de vous compromettre en rien. À présent, ma Cécile, si vous m'aimez, si vous plaignez mon malheur, si, comme je l'espère, vous partagez mes regrets, refuserez-vous votre confiance à un homme qui sera notre ange tutélaire? Sans lui, je serais réduit au désespoir de ne pouvoir même adoucir les chagrins que je vous cause.
Ils finiront, je l'espère, mais ma tendre amie, promettez-moi de ne pas trop vous y livrer, de ne point vous en laisser abattre. L'idée de votre douleur m'est un tourment insupportable. Je donnerai ma vie pour vous rendre heureuse, vous le savez bien. Puisse la certitude d'être adorée porter quelque consolation dans votre âme. La mienne a besoin que vous m'assuriez que vous pardonnez à l'amour les maux qu'il vous fait souffrir. Adieu, ma Cécile. Adieu, ma tendre amie. 9 septembre. Lettre 16. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Vous verrez, ma belle amie, en lisant les 2 lettres ci jointes, si j'ai bien rempli votre projet. Quoique toutes 2 soient datées d'aujourd'hui, elles ont été écrites hier chez moi et sous mes yeux. Celle à la petite fille dit tout ce que nous voulions. On ne peut que s'humilier devant la profondeur de vos vues, si on en juge par le succès de vos démarches. Danceny est tout de feu, et sûrement, à la première occasion, vous n'aurez plus de reproches à lui faire. Si sa belle ingénue veut être docile, tout sera terminé peu de temps après son arrivée à la campagne. J'ai 100 moyens tout prêts. Grâce à vos soins, me voilà bien décidément l'ami de Danceny. Il ne lui manque plus que d'être prince. Il est encore bien jeune, ce Danceny. Croiriez-vous que je n'ai jamais pu obtenir de lui qu'il promît à la mère de renoncer à son amour? Comme s'il était bien gênant de promettre quand on est décidé à ne pas tenir. Ce serait tromper, me répétait-il sans cesse. Ce scrupule n'est-il pas édifiant, surtout en voulant séduire la fille? Voilà bien les hommes, tous également scélérats dans leurs projets, et qu'ils mettent de faiblesse dans l'exécution. Ils l'appellent probité. C'est votre affaire d'empêcher que Madame de Volanges ne s'effarouche des petites échappées que notre jeune homme s'est permises dans sa lettre. Préservez-nous du couvent. Tâchez aussi de faire abandonner la demande des lettres de la petite. D'abord, il ne les rendra point. Il ne le veut pas, et je suis de son avis. Ici, l'amour et la raison sont d'accord. Je les ai lues, ces lettres. Ah, j'en ai dévoré l'ennui. Elles peuvent devenir utiles. Ah, je m'explique. Malgré la prudence que nous y mettons, il peut arriver un éclat. Ah, il ferait manquer le mariage. N'est-il pas vrai, et échouer tous nos projets Gercourt. Mais comme pour mon compte, j'ai aussi à me venger de la mère, je me réserve en ce cas de déshonorer la fille. En choisissant bien dans cette correspondance et n'en produisant qu'une partie, la petite Volanges paraîtrait avoir fait toutes les premières démarches et s'être absolument jetée à la tête. Quelques-unes des lettres pourraient même compromettre la mère et l'entacheraient au moins d'une négligence impardonnable. Je sens bien que le scrupuleux Danceny se révolterait d'abord, mais comme il serait personnellement attaqué, je crois qu'on en viendrait à bout. Il y a 1000 à parier contre un que la chance ne tournera pas ainsi. Mais il faut tout prévoir. Adieu, ma belle amie. Vous seriez bien aimable de venir souper demain chez le maréchal. Alors, moi, je n'ai pas pu refuser. J'imagine que je n'ai pas besoin de vous recommander le secret vis-à-vis de Madame de Volanges sur mon projet de campagne. Elle aurait bientôt celui de rester à la ville. Au lieu qu'une fois arrivée, elle ne repartira pas le lendemain. Et elle nous donne seulement 8 jours. Je réponds de tout. 9 septembre. Lettre 71. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Mon étourdi de chasseur n'a-t-il pas laissé mon portefeuille à Paris? Ah, les lettres de ma belle, celles de Danceny pour la petite Volanges. Tout est resté et j'ai besoin de tout. Ah, il va partir pour réparer sa sottise, et tandis qu'il selle son cheval, je vous raconterai mon histoire de cette nuit, car je vous prie de croire que je ne perds pas mon temps. L'aventure par elle-même est bien peu de chose. Ce n'est qu'un réchauffé avec la vicomtesse de... Vous voyez qui je veux dire. Mais elle m'a intéressé pour les détails. Je suis bien aise d'ailleurs de vous faire voir que si j'ai le talent de perdre les femmes, je n'ai pas moins quand je veux celui de les sauver.
Le parti le plus difficile ou le plus gai est toujours celui que je prends, et je me reproche par une bonne action, pourvu qu'elle m'exerce ou m'amuse. J'ai donc trouvé la vicomtesse ici, et comme elle joignait ses instances aux persécutions qu'on me faisait pour passer la nuit au château, eh bien j'y consens, lui dis-je, à condition que je la passerai avec vous. Mais c'est impossible, me répondit-elle. Ah, Vressac est ici. Mais ce mot d'impossible me révolta comme de coutume. Oh, je me sentis humilié d'être sacrifié à ce Vressac, et je résolus de ne pas le souffrir. J'insistai donc. Les circonstances ne m'étaient pas favorables. Ce Vressac a eu la gaucherie de donner de l'ombrage au vicomte, en sorte que la vicomtesse ne peut plus le recevoir chez elle, et ce voyage chez la bonne comtesse avait été concerté entre eux pour tâcher d'y dérober quelques nuits. Le vicomte avait même d'abord montré de l'humeur d'y rencontrer Vressac, mais comme il est encore plus chasseur que jaloux, il n'en est pas moins resté. Et la comtesse, toujours telle que vous la connaissez, après avoir logé la femme dans le grand corridor, a mis le mari d'un côté et l'amant de l'autre, et les a laissés s'arranger entre eux. Le mauvais destin de tous deux a voulu que je fusse logé vis-à-vis. Ce jour-là, c'est-à-dire hier, Vressac, qui, comme vous pouvez croire, cajole le vicomte, chassait avec lui malgré son peu de goût pour la chasse, et comptait bien se consoler la nuit entre les bras de la femme. De l'ennui que le mari lui causait tout le jour. Mais moi, je jugeais qu'il aurait besoin de repos, et je m'occupais des moyens de décider sa maîtresse à lui laisser le temps d'en prendre. Je réussis, et j'obtins qu'elle lui ferait une querelle de cette même partie de chasse à laquelle, bien évidemment, il n'avait consenti que pour elle. On ne pouvait prendre un plus mauvais prétexte, mais nulle femme n'a mieux que la vicomtesse pour ce talent. Comme à toutes, de mettre l'humeur à la place de la raison, et de n'être jamais si difficile à apaiser que quand elle a tort. Le moment d'ailleurs n'était pas commode pour les explications, et ne voulant qu'une nuit, je consentais qu'il se raccommodasse le lendemain. Vressac fut donc boudé à son retour. Il voulut en demander la cause, on le querella. Il essaya de se justifier. Le mari qui était présent servit de prétexte pour rompre la conversation. Il tenta enfin de profiter d'un moment où le mari était absent pour demander qu'on voulût bien l'entendre le soir. Ce fut alors que la vicomtesse devint sublime. Elle s'indigna contre l'audace des hommes qui, parce qu'ils ont éprouvé les bontés d'une femme, croient avoir le droit d'en abuser encore, même alors qu'elle a à se plaindre d'eux, et ayant changé de thèse par cette adresse, elle parla si bien délicatesse et sentiment que Vressac resta muet et confus, et que moi-même je fus tenté de croire qu'elle avait raison. Car vous saurez que, comme ami de tous deux, j'étais en tiers dans cette conversation. Enfin, elle déclara positivement qu'elle n'ajouterait pas les fatigues de l'amour à celles de la chasse, et qu'elle se reprocherait de troubler d'aussi doux plaisirs. Le mari rentra. Le désolé Vressac, qui n'avait plus la liberté de répondre, s'adressa à moi, et après m'avoir fort longuement conté ses raisons, que je savais aussi bien que lui, il me pria de parler à la vicomtesse, et je le lui promis. Je lui parlai en effet, mais ce fut pour la remercier, et convenir avec elle de l'heure et des moyens de notre rendez-vous. Elle me dit que, logée entre son mari et son amant, elle avait trouvé plus prudent d'aller chez Vressac que de le recevoir dans son appartement, et que, puisque je logeais vis-à-vis d'elle, elle croyait plus sûre aussi de venir chez moi, qu'elle s'y rendrait aussitôt que sa femme de chambre l'aurait laissée seule, que je n'avais qu'à tenir ma porte entr'ouverte et l'attendre. Tout s'exécuta comme si nous étions convenus, et elle arriva chez moi vers 1 heure du matin, dans le simple appareil d'une beauté qu'on vient d'arracher au sommeil. Comme je n'ai point de vanité, je ne m'arrête pas aux détails de la nuit, mais vous me connaissez, j'ai été content de moi. Au point du jour, il a fallu se séparer. C'est ici que l'intérêt commence. L'étourdi avait cru laisser sa porte entr'ouverte, nous la trouvâmes fermée et la clé était restée dedans.
Euh, vous n'avez pas d'idée de l'expression de désespoir avec laquelle la vicomtesse me dit aussitôt: « Oh, je suis perdue !» Alors, il faut convenir qu'il eût été plaisant de la laisser dans cette situation. Mais pouvais-je souffrir qu'une femme fût perdue pour moi sans l'être par moi? Et devrais-je, comme le commun des hommes, me laisser maîtriser par les circonstances? Il fallait donc trouver un moyen. Qu'eussiez-vous fait, ma belle amie? Voici ma conduite, et elle a réussi. J'eus bientôt reconnu que la porte en question pouvait s'enfoncer en se permettant de faire beaucoup de bruit. J'obtins donc de la vicomtesse, non sans peine, qu'elle jetterait des cris perçants et d'effroi, comme « Au voleur, à l'assassin !» etc., etc. Et nous convîmes qu'au premier cri, j'enfoncerais la porte et qu'elle courrait à son lit. Vous ne sauriez croire combien il fallut de temps pour la décider, même après qu'elle eût consenti. Il fallut pourtant finir par là, et au premier coup de pied, la porte céda. La vicomtesse fit bien de ne pas perdre de temps, car au même instant, le vicomte et Vressac furent dans le corridor, et la femme de chambre accourut aussi à la chambre de sa maîtresse. J'étais seul de sang-froid, et j'en profitai pour aller éteindre une veilleuse qui brûlait encore et la renverser par terre. Car jugez combien il eût été ridicule de feindre cette terreur panique en ayant de la lumière dans sa chambre. Je querellai ensuite le mari et l'amant sur leur sommeil léthargique, en les assurant que les cris auxquels j'étais accouru et mes efforts pour enfoncer la porte avaient duré au moins 5 minutes. La vicomtesse, qui avait retrouvé son courage dans son lit, me seconda assez bien, et jura à ses grands dieux qu'il y avait un voleur dans son appartement. Elle protesta avec plus de sincérité que de la vie elle n'avait eu tant de peur. Nous cherchions partout, et nous ne trouvions rien, lorsque je fis apercevoir la veilleuse renversée, et conclus que, sans doute, un rat avait causé le dommage et la frayeur. Mon avis passa tout d'une voix, et quelques plaisanteries rebattues sur les rats. Le vicomte s'en alla le premier, regagnait sa chambre et son lit, en priant sa femme d'avoir à l'avenir des rats plus tranquilles. Vressac, resté seul avec nous, s'approcha de la vicomtesse pour lui dire tellement que c'était une vengeance de l'amour. À quoi elle répondit en me regardant. Il était donc bien en colère, car il s'est beaucoup vengé. Mais ajouta-t-elle, je suis rendue de fatigue et je veux dormir. J'étais dans un moment de bonté. En conséquence, avant de nous séparer, je plaidais la cause de Vressac et j'amenais le raccommodement. Les deux amants s'embrassèrent et je fus à mon tour embrassé par tous deux. Je ne me souciais plus des baisers de la vicomtesse, mais j'avoue que celui de Vressac me fit plaisir. Nous sortîmes ensemble et après avoir reçu ces longs remerciements, nous allâmes chacun nous remettre au lit. Si vous trouvez cette histoire plaisante, je ne vous en demande pas le secret. À présent que je m'en suis amusé, il est juste que le public ait son tour. Pour le moment, je ne parle que de l'histoire. Peut-être bientôt en dirons-nous autant de l'héroïne. Adieu. Il y a 1 heure que mon chasseur attend. Je ne prends plus que le moment de vous embrasser et vous recommander surtout de vous garder de prévent. À bientôt pour un nouvel épisode de Lecture en Crous. Préservez-vous.